Tamatave ou Thomassen. Son passé colonial y a laissé son empreinte. Les paysages y sont exceptionnels. Les plages et la mer limpide font de cette ville une destination au cachet bien particulier. Ici et ailleurs, le magazine de Cool TV qui vous fait découvrir le monde vous emmène cette semaine à Tamatave, capitale du Betim Sarak. Tamatave. Le nom de ce port, ancré sur la côte est de Madagascar, résonne déjà comme une invitation au voyage. À 1h30 d'avion de La Réunion, ici commence la découverte de l'authentique pays Betim Sarak et de sa nature 5 étoiles. Tamatave nous ouvre les portes du légendaire canal des Pangalan au sud, des forêts humides et de plages désertes au nord. Mais plus qu'une simple escale, la ville portuaire a su gagner au fil du temps ses galons de destination touristique. « 80% des exportations et importations de Madagascar passent par le port de Tamatave, ce qui fait de Tomache, de son nom malgache, la capitale économique de la grande île. Mais sa richesse est ailleurs. Pour en découvrir tous les secrets, rien ne vaut une balade dans la vieille ville. Au détour des ruelles se cachent de véritables merveilles d'architecture, d'authentiques et typiques cases créoles. Elles sont l'âme de Tamatave et témoignent de son lourd passé. Au XVIIIe siècle, des pirates portugais, anglais et hollandais trouvent refuge dans ces eaux accueillantes. Ils sont suivis un siècle plus tard par les Européens, des Mascareignes, venus de La Réunion notamment. Donc quand ces gens-là sont arrivés ici, bien sûr, nous on avait nos cases en falaf qui existaient déjà depuis la nuit des temps et des cases sur un plan rectangulaire. Ces mêmes Européens se sont inspirés de cette architecture traditionnelle pour emmener un plus, c'est le travail du bois, puisque parmi ces Européens qui se sont installés ici, il y avait des charpentiers marins. Et ces Européens, bien sûr, ils se sont bien sentis ici parce qu'ils étaient très bien accueillis par la population locale et ils se sont mariés avec et ont donné les premiers descendants de Malgaches, les Anamalat, qui est une déformation du nom mulâtre. Des dizaines de cases, parfois très abîmées par le temps, contrastent avec l'allure impériale des grandes avenues bordées de cocotiers et de flamboyants. Le nom de certaines rues marque la présence de l'Empire français. Mais c'est après 1927 et le passage d'un terrible cyclone que sortent de terre ces imposants bâtiments. Et à partir de 1927, c'est une nouvelle phase qui s'inaugure avec notamment l'introduction de l'architecture standardisée, qui va être l'œuvre de l'architecte Canteloup, qui va véritablement faire en sorte de bâtir une ville nouvelle, qui soit à la fois le symbole du génie impérial français et qui incarne pour l'ensemble de la côte Est l'entrée de la civilisation à Madagascar. De toute façon, on va avoir un élément récurrent, c'est la colonnade. Et l'usage du béton permet justement d'ouvrir et de surélever. Ce qui fait qu'on aura effectivement des maisons relativement imposantes avec un grand nombre d'ouvertures. Grâce à son port où est livré le béton au début des années 1900, Tamatave se dote d'une architecture et d'un urbanisme unique à Madagascar. Cet hôtel, par exemple, est bâti sur des murs qui datent des années 30. C'est ce qui donne à Tamatave cette atmosphère hors du temps, cet art de vivre si particulier. Il y a une qualité de vie ici qu'on ne trouve pas ailleurs. Il est rare d'avoir des villes comme Tamatave où on a des avenues aussi larges. Même en Europe, on n'a quelquefois pas la chance d'avoir des avenues aussi larges. Il y a aussi cette courtoisie
des habitants de Tamatave, les Bessimsark, mais aussi les autres, qui font qu'il y a une symbiose, il y a une ambiance qui est agréable à vivre. Au fil des années, Tamatave est devenu un carrefour économique, mais aussi culturel. Fin 19e, début 20e siècle, sont arrivés les premiers travailleurs étrangers à Madagascar, dont les Chinois, et dont je suis un descendant, puisque mon grand-père est arrivé pour la construction du chemin de fer, mais bien d'autres sont venus pour la construction du canal de Pangalan. Il y a eu aussi des Indiens, des Africains, des Européens, et beaucoup sont restés ici et ont développé le commerce dans ce pays et dans cette ville. Autre symbole de cet incroyable métissage, le pousse-pousse. Il est le transport traditionnel depuis les années 50, même s'il subit aujourd'hui la concurrence des cyclopousses. Ces chariots déploient leurs couleurs chatoyantes dans toute la ville. Le pousse-pousse et le cyclopousse sont idéaux pour circuler en ville. À moins que vous ne préfériez vous laisser bercer par les flots. Au départ de Tamatave, c'est possible. Bienvenue dans le monde lacustre et enchanteur du canal des Pangalan. Le canal des Pangalan, c'est cette succession de canaux artificiels et d'impressionnants lacs aux plages de sable blanc qui s'étirent sur un peu moins de 700 km le long de la côte Est. Un miroir aquatique où se reflète une végétation luxuriante avec des petits villages de pêcheurs isolés. Le point de vue des hauteurs de Mananbat est impressionnant. Seule une mince langue de terre sépare le clapotis des lagunes du rugissement de l'océan. Et ce spectacle, c'est d'abord à la tectonique des plaques que nous le devons. Lors de la séparation de l'Inde de Madagascar, ça a commencé à cette époque, donc avec la tectonique des plaques. Donc il s'est formé d'abord un fossé. Il y a eu érosion donc des bords, donc et dépôts de matériaux fluviaux deltaïques, donc tout le long de la côte rectiligne qui séparait donc Madagascar, l'Inde de Madagascar. Si l'océan donc n'absorbe pas donc l'eau douce, c'est tout simplement parce qu'il y a une différence de densité entre l'eau douce et l'eau de mer. Le nom du canal vient de l'expression Apangalan, là où l'on transborde les marchandises. Avant la construction du canal, il fallait transporter les denrées à dos d'homme entre chaque lagune. C'est en 1896, sous les ordres du général Gallieni, que les colons français décident de terminer le travail commencé par la nature. Ils creusent des canaux pour faciliter le commerce fluvial, trop dangereux en mer, et s'assurer du contrôle administratif de la zone. Il fallait transporter le graphite vers le port de Tamatave pour les exporter vers l'Europe. Donc il y avait des mines de graphite sur tout le long de la côte Est. Hein, ça c'est une chose. Et aussi donc pour transporter les cultures de rente comme le café, le girofle. À l'époque, donc les deux bouts c'était Full Point et Farafangan. Aujourd'hui, on croise au fil de l'eau des pirogues de pêcheurs et autres bateaux-brousses. Poissons, bois, épices, les marchandises sont acheminées vers les rares routes qui desservent le canal.
Le lac Ampitab est un des plus fréquentés par les touristes et pour cause. Les structures hôtelières se fondent harmonieusement à l'écrin de verdure. Sur le site d'Ankaninouf, il n'est pas rare de voir des lémuriens, introduits ici par un biologiste allemand dans les années 80. Il s'appelle Gottlieb Gunther, c'est un biologiste qui a travaillé avec un professeur il y a 25 ans passés. Ils ont ici en fait tout groupé tous les faunes et flores de Madin, comme les reptiles, les amphibiens, les lémuriens et les plantes xérophytes. Et en même temps, les lémuriens, ils sont là, il y a 7 espèces différentes. Et c'est incroyable parce que quand on voit leur originel qui vient du nord-ouest, c'est sec, mais là, quand ils sont là, ils s'adaptent très très bien, comme les sifaka, même on voit les petits. Tout ce que la faune et la flore malgache recèlent de plus précieux a été réuni dans ces 50 hectares de forêt. Suivons le guide dans la réserve du Palmarium. Il ne peut pas construire dans le sol parce que c'est du sable. Sylvain est un enfant du pays et connaît la canopée comme sa poche. Rien ne lui échappe. Orchidées rares, reptiles et caméléons. Cette espèce-là, c'est un petit caméléon, s'appelle Calimane agitus. C'est le plus petit caméléon du coin. Alors c'est une femelle parce que le nez est plus court et le mâle est plus long en fait. Là on va essayer de voir les ouvrir. Quant aux 7 espèces de lémuriens présents, il imite parfaitement leurs cris. Mais les sifaka, c'est dans les Indridés. Alors le museau devient plus aplati parce que le fait qu'ils sont devenus herbivores, les membranes se développent en fait la partie inférieure. C'est pour ça que donc, quand on le voit se déplacer par deux pattes, là, presque pas utiliser en fait la partie supérieure. Après quelques échanges de cris rauques, les voici enfin dans leur fourrure noire et blanche. Les Indris constituent la dernière espèce vivante de la famille des grands lémuriens. Ils vivent ici en état de semi-liberté et se laissent facilement apprivoiser. Il se laisse approcher à partir du moment, je crois, où on le nourrit, mais autrement, on peut dire qu'il n'est pas farouche. La preuve, c'est que voilà, il reste posé, il déguste, et puis moi, je peux en profiter aussi. C'est extraordinaire d'être dans une telle proximité avec ces lémuriens. Puis surtout ceux-là, j'ai l'impression que c'est assez rare. Et là, on a l'impression de pouvoir en profiter sans non plus les mettre en danger. Cette rencontre exceptionnelle est celle qui marque le plus les touristes de passage ici. Cette petite lémurienne, quant à elle, devra attendre un peu avant de retrouver la forêt. Mais c'est pour son bien. Nous nous trouvons cette fois au parc zoologique d'Ivulun, à une dizaine de kilomètres de Tamatave. Là, des chercheurs travaillent depuis plus de 20 ans à la préservation d'espèces menacées. Les animaux blessés y sont recueillis, ils vivent en captivité ou semi-liberté dans le parc. Et ce matin, il faut bien de la patience pour convaincre Luciana de se laisser capturer. Direction le laboratoire pour son examen de santé annuel. J'examine les membres antérieurs, voir s'il n'y a pas une fracture, s'il n'y a pas une luxation, s'il y a un problème osseux. Au parc zoologique d'Ivulun, nous travaillons avec des animaux qui sont sauvages à la base. Donc c'est des animaux dont on ne sait pas grand-chose. Un animal qui est sauvage ne va pas vous montrer qu'il est malade tout de suite. Donc ce qu'on fait, c'est de la médecine préventive, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter au maximum qu'il y ait des cas de maladie. Et pour cela, il faut faire des examens réguliers, un examen tous les ans au minimum.
Préserver la nature n'est pas une vaine cause dans la région de Tamatave. Dans ce petit village situé entre le canal et l'océan, une agréable odeur de fleurs se dégage. Différente des effluves de vanille, girofle et autres épices, elle provient d'une distillerie artisanale. L'huile essentielle de Niaouli est célèbre pour ses vertus aseptisantes et relaxantes. Elle est vendue sur place aux touristes, mais aussi à des enseignes de cosmétiques internationales. C'est la clé d'un commerce écologique et équitable astucieux proposé par l'ONG L'Homme et l'Environnement comme palliatif à la déforestation. Quand on est arrivé, il y avait une déforestation énorme. Donc il y avait à peu près 400 bois qui sortaient par jour de Vuiboul. Et donc l'idée de mettre en place ces alambics, c'était de fournir des alternatives en termes d'emploi aux populations locales pour qu'ils arrêtent de couper la forêt. Et en plus de les placer dans un système où ils gagnent de l'argent régulièrement. C'est-à-dire que c'est pas je vais couper 10 bois aujourd'hui et puis réussir à les vendre cher et puis après j'ai plus d'emploi derrière. Là c'est durable, c'est-à-dire que les feuilles elles sont là et elles seront toujours là. On utilise une matière première qui est le niaouli, des feuilles de niaouli, qui est une espèce très invasive qui a été plantée sur le canal pour maintenir les berges quand il a été creusé, parce que le canal est principalement artificiel. Et donc c'est une plante qui est très invasive. Donc en fait le fait de valoriser, de couper les feuilles de cet arbre permet de limiter la prolifération de l'espèce tout en créant des revenus au niveau local. Et là sur la forêt de Vuiboul, il y a à peu près 90 emplois qui vivent du niaouli, de la collecte des feuilles et de la distillation. Et en plus donc on a tout un système assez innovant où en fait on récupère les déchets de l'alambic, donc les feuilles qui ont été distillées, qui repartent à la chaudière et qui permettent d'entretenir une nouvelle distillation. Et il y a une petite partie qui reste encore, qui part en compostage pour alimenter les pépinières qui nous permettent de reforester la forêt. Le canal des Pangalanes offre tout un panel de structures hôtelières accueillantes. Et puis tout d'un coup, on prend une pirogue, on arrive sur ces lieux complètement incroyables, qui sont complètement adaptés à l'environnement, mais qui possèdent vraiment toute la gamme de confort auquel on est habitué. Et donc du coup, c'est vraiment très étonnant, mais en même temps, c'est vrai que ça donne son charme à l'aventure, parce que chaque étape est faite aussi d'un endroit qu'on a plaisir à découvrir en fait. Le voyage continue, toujours plus loin, toujours plus étonnant. À 90 km de Tamatave, voici Ambil, petit bout de terre isolé entre deux eaux. C'est ici, il y a 40 ans, que la bourgeoisie de Tananarive venait se reposer. Des hôteliers font le maximum aujourd'hui pour relancer le tourisme dans la région. C'est quand même une lande de terre qui est très étroite, qui a un charme inouï parce que j'ai beaucoup de gens qui arrivent ici, ils montent les escaliers en venant des Pangalanes et ils courent à la plage. Chose qu'ils retrouvent nulle part ailleurs. Il y a un attrait particulier à chaque endroit où on passe. La végétation est différente, les sites sont différents, les villages sont différents et il y a beaucoup de choses à découvrir. Tous les petits villages de pêcheurs, on a un petit village de pêcheurs radieux à Vavoun, qui est à 10 km d'ici. Le village d'Andevourantes qui a aussi son histoire avec malheureusement cette période d'esclavage. L'estuaire du Rianil qui est un endroit magique et magnifique avec cette lande de sable magnifique. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Qui pourrait croire aujourd'hui, en visitant le petit village d'Andevourantes, qu'il était jadis une plaque tournante de la traite de l'esclavage, dont beaucoup sont partis vers la Réunion. Le peuple Betsim Sarak est la deuxième ethnie de la Grande Île. Ils mènent sur les rives du canal et de l'océan une vie simple, loin des turpitudes de la ville. Leur accueil n'en est que plus chaleureux.
toujours plus d'authenticité, dans l'assiette aussi. Les poissons et crustacés passent directement des eaux du canal et de l'océan aux cuisines du restaurant. On propose une cuisine extrêmement simple, toujours à base de produits régionaux, à savoir énormément avec les poissons, puisqu'on est en bord de mer, donc il nous arrive des poissons et des crevettes tous les jours. Toutes les crudités, donc on récupère à Brickaville, à 15 km d'ici, qui arrivent également des grands marchés de la région et des grandes productions de la région. Donc on n'a que du produit frais systématiquement. Direction Full Point, à 60 km au nord de Tamatave. Ici, tous les dimanches, la plage est littéralement prise d'assaut. Les Malgaches y viennent en famille, profiter des eaux chaudes et peu profondes du lagon, protégées par une barrière corallienne. À proximité de Full Point, on peut visiter une des curiosités de la côte est malgache, un château fort construit dans les années 1820 par le roi Radam Ier, premier souverain du royaume de Madagascar. Un roi appelé Radam, c'est lui qui avait l'idée d'édifier le fort d'après l'histoire. C'est pour taxer les bateaux pendant la route des Indes. De leur passage ou de leur retour venant de l'Inde, le Madagascar est un point stratégique. Mais le roi est un roi très très intelligent. Il a inventé la taxe. Il avait pensé un lieu pour se réfugier des attaques très fortes. « 30 km plus au nord, nous sommes toujours au cœur du pays Ben Simsarak. Avec ses cases en ravenal, le petit village de Maambe est des plus typiques. On se laisse vite gagner par sa douceur de vivre. Chaque matin, les hommes partent à la pêche et ce sont les femmes qui s'occupent de la vente. Aujourd'hui, sur les étals, des poulpes, carangues et autres petits poissons. On trouve à Maambe tout type de structures hôtelières, de la simple case au bungalow luxueux. Les gens viennent ici à Maambe pour quelques temps. Au départ, c'est des gens qui venaient pour 2-3 jours. Maintenant, on s'aperçoit que Maambe, maintenant, on arrive à faire quelques nuitées, on arrive à faire des semaines, voire même des vacances entières sur Maambe, des familles entières. On a beaucoup de Réunionnais qui viennent ici passer leurs vacances avec les enfants. Vous voyez cette tranquillité ici, c'est Maambe. L'Est sauvage se laisse doucement apprivoiser. Cette partie de la côte malgache, si proche de la Réunion, n'est encore pour beaucoup qu'un simple arrêt vers l'île de Sainte-Marie. C'est pourquoi les opérateurs touristiques réfléchissent aujourd'hui à la mise en valeur de la région. Un développement qu'ils veulent harmonieux, garant de l'authenticité du pays Bet Simsarak. Les atouts de cette région, c'est surtout la nature. On en parle beaucoup. On dit toujours que la nature dans la région Atsnan, c'est une nature à 5 étoiles. Effectivement, c'est la réalité. Et c'est notre avantage comparatif. On ne va pas réellement se lancer, par exemple, dans le tourisme balnéaire. Étant donné qu'à côté, il y a Maurice, Seychelles et les autres îles, les îles Rodrigue et tout ça. Donc nous, on va se positionner surtout sur le tourisme de nature, de découverte. Voyageurs avides de détente et de découverte, l'invitation s'adresse à vous. Riche de son passé historique et doté d'une nature luxuriante,
la région de Tamatave brille de par son accueil les plus authentiques et chaleureux.